Partie 3. Socialisme prolétarien. Nous connaissons maintenant la doctrine théorique de Marx, nous connaissons sa méthode, de même que sa théorie. Quelles sont les conclusions pratiques à tirer de cette doctrine? Quel lien rattache le matérialisme dialectique et le socialisme prolétarien? La méthode dialectique affirme que seule peut être progressive jusqu'au bout, que seule peut briser le joug de l'esclavage, la classe qui grandit de jour en jour, qui va toujours de l'avant et lutte inlassablement pour un meilleur avenir. Nous voyons que la seule classe, qui se développe sans discontinuer, qui va toujours de l'avant et lutte pour l'avenir, c'est le prolétariat urbain et rural. C'est donc que nous devons servir le prolétariat et fonder nos espoirs sur lui. Telle est la première conclusion pratique à tirer de la doctrine théorique de Marx. Mais il y a servir et servir. Bernstein lui aussi sert le prolétariat, quand il lui prêche l'oubli du socialisme. Kropotkin lui aussi sert le prolétariat, quand il lui offre un socialisme communautaire éparpillé, privé d'une large base industrielle. Karl Marx lui aussi sert le prolétariat, quand il l'appelle au socialisme prolétarien, qui s'appuie sur cette large base qu'est la grande industrie moderne. Que faire pour que notre travail profite au prolétariat? Comment servir le prolétariat? La théorie matérialiste affirme que tel ou tel idéal ne peut rendre au prolétariat un service effectif, que si cet idéal n'est pas contraire au développement économique du pays, que s'il répond de tout point aux exigences de ce développement. Le progrès économique du régime capitaliste montre que la production moderne prend un caractère social, que le caractère social de la production nie radicalement la propriété capitaliste existante. Par conséquent, notre tâche principale est de contribuer à l'abolition de la propriété capitaliste et à l'instauration de la propriété socialiste. C'est dire que la doctrine de Bernstein, qui prêche l'oubli du socialisme, contredit foncièrement les exigences du développement économique. Elle sera préjudiciable au prolétariat. Le développement économique du régime capitaliste montre ensuite que la production moderne s'étend chaque jour davantage, qu'elle ne tient plus dans le cadre de telle ou telle ville ou province, qu'elle fait sauter sans cesse ce cadre et s'étend au territoire de l'État tout entier. Par conséquent, il nous faut applaudir à l'élargissement de la production et admettre pour base du socialisme futur, non point des villes et des communes isolées, mais le territoire un et indivisible de l'ensemble de l'État, territoire qui dans l'avenir, bien entendu, prendra de plus en plus d'extension. C'est dire que la théorie de Kropotkin, qui confine le socialisme futur dans le cadre de telle ou telle ville ou commune, va à l'encontre d'une extension vigoureuse de la production. Elle sera préjudiciable au prolétariat. Lutter pour une large vie socialiste, en tant qu'objectif principal, voilà comment il nous faut servir le prolétariat. Telle est la seconde conclusion pratique à tirer de la doctrine théorique de Marx. Il est clair que le socialisme prolétarien procède directement du matérialisme dialectique. Qu'est-ce que le socialisme prolétarien? Le régime actuel est capitaliste. Cela veut dire que le monde est divisé en deux camps opposés, celui d'une petite poignée de capitalistes et celui de la majorité, les prolétaires. Ces derniers travaillent jour et nuit, mais ils n'en restent pas moins pauvres comme avant. Les capitalistes ne travaillent pas, mais ils n'en sont pas moins riches. Cela ne vient pas de ce que les prolétaires manquent soi-disant d'intelligence, tandis que les capitalistes ont du génie. C'est parce que les capitalistes s'approprient le fruit du travail des prolétaires, parce qu'ils les exploitent. Pourquoi le fruit du travail des prolétaires est-il approprié précisément par les capitalistes, et non par les prolétaires eux-mêmes? Pourquoi les capitalistes exploitent-ils les prolétaires, et non inversement? Parce que le régime capitaliste repose sur la production marchande, tout ici prend la forme d'une marchandise, partout règne le principe de l'achat et de la vente. Ici vous pouvez acheter non seulement les objets de consommation, les aliments, mais aussi la force de travail des hommes, leur sang, leur conscience. Les capitalistes savent tout cela, et ils achètent la force de travail des prolétaires, ils les embauchent. Cela veut dire que les capitalistes se font les maîtres de la force de travail qu'ils achètent. Les prolétaires, eux, perdent le droit sur la force de travail qu'ils vendent. C'est-à-dire que ce que cette force de travail produit n'appartient plus aux prolétaires, mais appartient uniquement aux capitalistes et remplit leurs poches. Il est possible que la force de travail que vous vendez produise pour 100 roubles de marchandises par jour, mais cela ne vous regarde pas et ne vous appartient pas. Cela regarde uniquement les capitalistes et leur appartient, vous n'avez à toucher que votre salaire journalier, qui suffira peut-être à satisfaire vos besoins immédiats, si, bien entendu, vous menez une vie économe. Bref, les capitalistes achètent la force de travail des prolétaires, ils les embauchent,
Et c'est pourquoi précisément les capitalistes s'approprient le fruit du travail des prolétaires. C'est pourquoi ils exploitent les prolétaires, et non inversement. Mais pourquoi sont-ce les capitalistes, précisément qui achètent la force de travail des prolétaires? Pourquoi les capitalistes embauchent-ils les prolétaires, et non inversement? Parce que le principe fondamental du régime capitaliste est la propriété privée des instruments et moyens de production. Parce que les fabriques, les usines, la terre et le sous-sol, les forêts et les chemins de fer, les machines et les autres moyens de production sont la propriété privée d'une petite poignée de capitalistes. Parce que les prolétaires sont privés de tout cela. Voilà pourquoi les capitalistes embauchent les prolétaires pour mettre en marche fabriques et usines, sinon leurs instruments et moyens de production ne donneraient aucun profit. Voilà pourquoi les prolétaires vendent leur force de travail aux capitalistes, car autrement ils mourraient de faim. Tous ces faits projettent la lumière sur le caractère général de la production capitaliste. D'abord, il va de soi que la production capitaliste ne peut être quelque chose d'uni et d'organisé. Elle est d'un bout à l'autre divisée en entreprises privées de tel ou tel capitaliste. En second lieu, il n'est pas moins évident que le but immédiat de cette production éparpillée n'est point de satisfaire les besoins de la population, mais de produire des marchandises destinées à la vente, en vue d'augmenter les profits des capitalistes. Mais comme tout capitaliste cherche à augmenter ses profits, chacun d'eux s'applique à produire le plus de marchandises possible, ce qui fait que le marché est bien vite saturé, les prix des marchandises baissent, et c'est la crise générale qui survient. Ainsi, les crises, le chômage, les à-coups dans la production, l'anarchie de la production, etc., sont le résultat direct du défaut d'organisation de la production capitaliste moderne. Et si ce régime social inorganisé n'est pas encore détruit pour le moment, s'il résiste encore vigoureusement aux attaques du prolétariat, cela s'explique avant tout par le fait que l'État capitaliste, le gouvernement capitaliste en assume la défense. Tel est le fondement de la société capitaliste moderne. Il ne fait pas de doute que la société future reposera sur une toute autre base. La société future sera une société socialiste. Cela veut dire avant tout qu'il n'y aura point de classe, il n'y aura ni capitaliste, ni prolétaire, et, par suite, pas d'exploitation. Il n'y aura là que des travailleurs unis dans un effort collectif. La société future sera une société socialiste. Cela veut dire aussi qu'avec l'exploitation y seront supprimées la production marchande, la vente et l'achat. Aussi bien, n'y aura-t-il point de place pour les acheteurs et les vendeurs de la force de travail, pour les employeurs et les employés. Il n'y aura là que des travailleurs libres. La société future sera une société socialiste. Cela veut dire enfin, que, avec le travail salarié, sera supprimée toute propriété privée des instruments et moyens de production. Il n'y aura là ni prolétaires pauvres, ni riches capitalistes, il n'y aura que des travailleurs possédant en commun toute la terre et le sous-sol, toutes les forêts, toutes les fabriques et usines, tous les chemins de fer, etc. Comme on le voit, le but principal de la production future consiste à satisfaire directement les besoins de la société, et non à produire des marchandises destinées à la vente en vue d'augmenter les profits des capitalistes. Il n'y aura pas de place ici pour la production marchande, de lutte pour les profits, etc. Il est évident, d'autre part, que la production future sera organisée sur le mode socialiste, ce sera une production hautement évoluée, qui tiendra compte des besoins de la société et ne produira que la quantité nécessaire à la société. Il n'y aura point de place, ici, pour une production éparpillée, ni pour la concurrence, ni pour les crises, ni pour le chômage. Là où les classes n'existent pas, où n'existent ni riches ni pauvres, l'État devient inutile, de même que le pouvoir politique qui opprime les pauvres et défend les riches. Par conséquent, la société socialiste n'aura pas besoin de maintenir le pouvoir politique. Aussi Karl Marx disait-il déjà en 1846, la classe laborieuse substituera dans le cours de son développement à l'ancienne société civile une association qui exclura les classes et leur antagonisme, et il n'y aura plus de pouvoir politique proprement dit. Voir, misère de la philosophie. Aussi Engels disait-il en 1884, ainsi, l'État n'a pas existé de tout temps. Il y eut des sociétés qui s'en sont passées, qui n'avaient pas la moindre idée de l'État ni du pouvoir de l'État. À un certain degré de son développement économique, impliquant nécessairement la division de la société en classes, l'État devint une nécessité. Nous approchons maintenant à grands pas vers un degré de développement de la production tel que l'existence de ces classes a non seulement cessé d'être une nécessité, mais devient un obstacle direct à la production. Les classes disparaîtront aussi inéluctablement qu'elles sont apparues.
Avec la disparition des classes, disparaîtra inéluctablement l'État. La société, qui réorganisera la production sur la base de l'association libre et égale des producteurs, renverra la machine d'État à la place qui lui revient, au musée des Antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. Voir, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. D'autre part, l'on conçoit que pour administrer les affaires publiques, à côté des bureaux locaux où seront concentrés les divers renseignements, la société socialiste aura besoin d'un bureau central des statistiques, qui sera chargé de s'informer des besoins de toute la société pour, ensuite, répartir d'une façon adéquate les divers emplois entre les travailleurs. Il faudra aussi réunir des conférences et surtout des congrès, dont les décisions seront absolument obligatoires, jusqu'au congrès suivant, pour les camarades restés en minorité. Il est évident enfin que le travail libre et fraternel devra entraîner à sa suite une satisfaction non moins fraternelle et complète de tous les besoins, dans la future société socialiste. C'est dire que si la société future demande à chacun de ses membres juste autant de travail qu'il en peut fournir, la société à son tour sera tenue de délivrer à chacun la quantité de produits dont il aura besoin. De chacun selon ses capacités, à chacun suivant ses besoins. Telle est la base sur laquelle doit être créé le futur régime collectiviste. Certes, au premier degré du socialisme, quand des éléments non encore habitués au travail s'associeront à la vie nouvelle, les forces productives, elles aussi, ne seront pas suffisamment développées, et il existera encore le travail dur et le travail facile. L'application du principe, à chacun suivant ses besoins, sera sans aucun doute rendue très difficile, et la société sera obligée de se placer momentanément sur une autre voie, sur une voie moyenne. Mais il est certain d'autre part que lorsque la société future se sera engagée dans la bonne voie, que les survivances du capitalisme auront été déracinées, le seul principe répondant à la société socialiste sera le principe mentionné plus haut. Aussi Marx disait-il en 1875, dans une phase supérieure de la société communiste, c'est-à-dire socialiste, quand auront disparu l'asservissante subordination des individus à la division du travail et, avec elle, l'antagonisme entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail sera devenu non seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même un premier besoin de l'existence, quand, avec le développement des individus en tous sens, les forces productives iront s'accroissant. Alors seulement l'étroit horizon du droit bourgeois pourra être complètement dépassé et la société pourra inscrire sur ses drapeaux, de chacun selon ses capacités, à chacun suivant ses besoins. Voir, critique du programme de Gotha. Tel est en somme le tableau de la future société socialiste conformément à la théorie de Marx. Fort bien. Mais la réalisation du socialisme est-elle possible ? Peut-on supposer que l'homme pourra se dépouiller lui-même de ses sauvages habitudes ? Ou bien encore, si chacun reçoit suivant ses besoins, peut-on supposer que le niveau des forces productives de la société socialiste sera suffisant pour cela ? La société socialiste suppose des forces productives suffisamment développées et une conscience socialiste des hommes, leur éducation socialiste. Ce qui entrave le développement des forces productives actuelles, c'est la propriété capitaliste existante. Mais si l'on tient compte que dans la société future cette propriété n'existera pas, il apparaît clairement que les forces productives décupleront. Il ne faut pas oublier non plus que dans la société future des centaines de mille parasites actuels, ainsi que les chômeurs s'attelleront à la besogne et viendront grossir les rangs des travailleurs, ce qui contribuera sensiblement au développement des forces productives. En ce qui concerne les sauvages sentiments et conceptions des hommes, ils ne sont pas aussi éternels que d'aucuns le pensent, il fut un temps, celui du communisme primitif, où l'individu ne reconnaissait pas la propriété privée. Le temps est venu, celui de la production individuelle, où la propriété privée s'est emparée des sentiments et de l'esprit des hommes. Et voici qu'arrive un temps nouveau, celui de la production socialiste. Faut-il donc s'étonner si les sentiments et l'esprit des hommes se pénètrent de tendances socialistes ? Est-ce que l'être ne détermine pas les sentiments et les conceptions des hommes ? Mais où est la preuve que le régime socialiste sera inévitablement instauré ? Le socialisme suivra-t-il inévitablement le développement du capitalisme d'aujourd'hui ? Ou autrement dit, comment savons-nous que le socialisme prolétarien de Marx n'est pas qu'un doux rêve, qu'une fantaisie ? Où chercher les preuves scientifiques ? L'histoire montre que la forme de propriété est directement dépendante de la forme de production, ce qui fait qu'avec le changement de la forme de production tôt ou tard change inévitablement la forme de propriété. Il fut un temps où la propriété avait un caractère communiste, où forêts et champs, dans lesquels erraient les hommes primitifs,
appartenait à tout le monde, et non à des particuliers. Pourquoi existait alors la propriété communiste? Parce que la production était communiste, le travail se faisait en commun, collectivement. On travaillait ensemble et l'on ne pouvait se passer l'un de l'autre. Un autre temps est venu, celui de la production petite bourgeoise, quand la propriété a pris un caractère individualiste, privé, et que tout ce qui est nécessaire à l'homme, à l'exception, bien entendu, de l'air, de la lumière, du soleil, etc., a été reconnu propriété privée. Pourquoi ce changement s'est-il produit? Parce que la production est devenue individualiste, chacun a commencé à travailler pour son propre compte, blotti dans son coin. Enfin le temps vient, celui de la grande production capitaliste, où des centaines et des milliers d'ouvriers se réunissent sous le même toit, dans une seule fabrique, et se livrent à un travail commun. Vous ne verrez point là le travail isolé, à l'ancienne mode, alors que chacun tirait de son côté. Ici chaque ouvrier et tous les ouvriers de chaque atelier sont étroitement liés par le travail avec les camarades de leur atelier, comme aussi avec ceux des autres ateliers. Il suffit qu'un atelier quelconque s'arrête, pour que les ouvriers de toute la fabrique n'aient plus rien à faire. Comme on le voit, le processus de production, le travail, a pris déjà un caractère social, il a acquis une nuance socialiste. Il en est ainsi non seulement dans les différentes fabriques, mais encore dans des industries entières et entre les branches de production. Il suffit que les ouvriers des chemins de fer se mettent en grève pour que la production se trouve dans une situation difficile. Il suffit que la production du pétrole ou du charbon s'arrête, pour que, peu de temps après, des fabriques et des usines entières ferment leurs portes. Il est clair qu'ici le processus de production a pris un caractère social, collectiviste. Et comme le caractère privé de l'appropriation ne correspond pas au caractère social de la production, comme le travail collectiviste d'aujourd'hui doit nécessairement amener la propriété collective, il va de soi que le régime socialiste succédera aussi inévitablement au capitalisme, que le jour succède à la nuit. C'est ainsi que l'histoire justifie l'inévitabilité du socialisme prolétarien de Marx. L'histoire nous apprend que la classe ou le groupe social, qui joue le rôle principal dans la production sociale et en détient les principales fonctions, doit avec le temps devenir inévitablement le maître de cette production. Fut un temps, celui du matriarcat, où les femmes étaient maîtresses de la production. Comment expliquer cela? C'est que dans la production de ce temps, dans la culture primitive du sol, les femmes jouaient le rôle principal, elles exerçaient les principales fonctions, alors que les hommes erraient dans les forêts à la recherche du gibier. Le temps est venu, celui du patriarcat, où la situation dominante dans la production est passée aux hommes. Pourquoi ce changement est-il survenu? Parce que dans la production d'alors, dans l'économie fondée sur l'élevage, où les principaux instruments de production étaient la lance, le lasso, l'arc et la flèche, le rôle principal appartenait aux hommes. Le temps arrive, celui de la grande production capitaliste, où les prolétaires commencent à tenir le rôle principal dans la production, où toutes les principales fonctions en matière de production passent dans leurs mains, où sans eux la production ne peut se maintenir un seul jour. Rappelons-nous les grèves générales, où les capitalistes, loin d'être nécessaires à la production, ne font même que la gêner. Qu'est-ce à dire? Ou bien toute vie sociale va entièrement disparaître, ou bien le prolétariat doit tôt ou tard, mais inévitablement, devenir le maître de la production moderne, son seul propriétaire, son propriétaire socialiste. Les crises industrielles d'aujourd'hui, qui sonnent le glas de la propriété capitaliste et posent la question de front, ou le capitalisme, ou le socialisme, rendent cette conclusion parfaitement évidente. Elles font nettement apparaître le parasitisme des capitalistes et le triomphe inévitable du socialisme. Voilà comment l'histoire définit encore l'inévitabilité du socialisme prolétarien de Marx. Ce n'est point sur du sentimentalisme ni sur une justice abstraite, ni sur l'amour pour le prolétariat, mais sur les principes scientifiques rappelés plus haut, que s'édifie le socialisme prolétarien. Voilà pourquoi le socialisme prolétarien est aussi appelé socialisme scientifique. Déjà en 1877 Engels disait « Si notre certitude concernant la révolution imminente dans le mode actuel de répartition des produits du travail s'appuyait uniquement sur la conscience que ce mode de répartition n'est pas équitable, et que l'équité doit cependant triompher un jour, notre situation serait grave et nous aurions à attendre longtemps. L'essentiel, ici, c'est que les forces productives engendrées par le mode capitaliste actuel de production et le système fondé par lui de répartition des biens économiques,
entrerait en contradiction flagrante avec ce mode de production au point de rendre nécessaire une révolution dans le mode de production et de répartition, et qui supprimerait toutes les distinctions de classe, si l'on voulait éviter la perte de toute la société d'aujourd'hui. C'est sur ce fait matériel palpable, et non sur les représentations de tel ou tel penseur de cabinet relativement à ce qui est juste ou injuste, qu'est fondée la certitude de la victoire du socialisme moderne. Voire, anti-Düring. Cela ne signifie certes pas que, dès l'instant où le capitalisme se décompose, on peut instituer le régime socialiste à tout moment, quand bon nous semblera. Ainsi pensent seulement les anarchistes et autres idéologues petits bourgeois. L'idéal socialiste n'est pas l'idéal de toutes les classes. C'est l'idéal du prolétariat seulement, et toutes les classes ne sont pas directement intéressées à sa réalisation, sauf le prolétariat. Or, cela veut dire que tant que le prolétariat ne forme qu'une faible partie de la société, l'instauration du régime socialiste est impossible. La disparition de l'ancienne forme de production, la concentration suivie de la production capitaliste et la prolétarisation de la majorité de la société, telles sont les conditions nécessaires à la réalisation du socialisme. Mais cela ne suffit pas encore. La majeure partie de la société peut déjà être prolétarisée, sans que toutefois le socialisme se réalise. Car pour réaliser le socialisme il faut, en plus de tout cela, une conscience de classe, le rassemblement du prolétariat et l'aptitude à régler ses propres affaires. Et pour acquérir toutes ces choses, il faut aussi ce qu'on appelle la liberté politique, c'est-à-dire la liberté de la parole, de la presse, des grèves et des associations, en un mot la liberté de la lutte de classe. Or la liberté politique n'est pas partout assurée de façon égale. Aussi bien n'est-il pas indifférent au prolétariat dans quelles conditions il aura à mener la lutte, sous le régime d'une autocratie féodale, Russie, d'une monarchie constitutionnelle, Allemagne, d'une république de grande bourgeoisie, France, ou dans une république démocratique, ce que réclame la social-démocratie russe. La liberté politique est assurée le mieux et avec le plus de plénitude dans la république démocratique, si tant est naturellement qu'elle puisse, en général, être assurée en régime capitaliste. C'est pourquoi tous les partisans du socialisme prolétarien travaillent énergiquement à l'instauration d'une république démocratique, comme le pont le meilleur vers le socialisme. Voilà pourquoi le programme marxiste, dans les conditions actuelles, comporte deux parties, le programme maximum, qui se donne pour but le socialisme, et le programme minimum, qui se propose de frayer un chemin vers le socialisme, par la République démocratique. Comment le prolétariat doit-il agir ? Dans quelle voie doit-il s'engager pour réaliser consciemment son programme, renverser le capitalisme et construire le socialisme ? La réponse est claire, le prolétariat ne pourra arriver au socialisme en se réconciliant avec la bourgeoisie. Il doit absolument engager la lutte, qui doit être une lutte de classe, celle de l'ensemble du prolétariat contre toute la bourgeoisie. Ou bien la bourgeoisie avec son capitalisme, ou bien le prolétariat avec son socialisme. Voilà sur quelle base doit reposer l'action du prolétariat, sa lutte de classe. Mais la lutte de classe du prolétariat affecte des formes variées. La lutte de classe c'est, par exemple, la grève, partielle ou générale, peu importe. La lutte de classe, ce sont sans aucun doute le boycottage, le sabotage. La lutte de classe, ce sont encore les manifestations, les démonstrations, la participation aux établissements représentatifs, etc., qu'il s'agisse de parlements nationaux ou d'autonomie administrative locale. Ce sont là les différentes formes d'une seule et même lutte de classe. Nous n'allons pas examiner ici quelle forme de lutte a une plus grande importance pour le prolétariat dans sa lutte de classe. Notons seulement qu'en son temps et lieu, chacune de ces formes est certainement nécessaire au prolétariat, comme moyen indispensable pour développer la conscience de lui-même et son esprit d'organisation. Or la conscience de soi-même et l'esprit d'organisation sont aussi nécessaires au prolétariat que l'air qu'il respire. Il convient cependant de remarquer, d'autre part, que toutes ces formes de lutte ne sont pour le prolétariat que des moyens préparatoires, qu'aucune de ces formes, prises isolément, ne constitue un moyen décisif par lequel le prolétariat sera en mesure d'abattre le capitalisme. Il est impossible d'abattre le capitalisme uniquement par la grève générale, celle-ci peut seulement préparer certaines conditions pour atteindre ce but. On ne conçoit pas que le prolétariat puisse renverser le capitalisme par sa seule participation au Parlement, on ne peut à l'aide du parlementarisme que préparer certaines conditions pour renverser le capitalisme. En quoi consiste donc le moyen décisif à l'aide duquel le prolétariat renversera le régime capitaliste ? Ce moyen,
c'est la révolution socialiste. Les grèves, le boycottage, le parlementarisme, la manifestation, la démonstration, toutes ces formes de lutte sont bonnes en tant que moyens destinés à préparer et à organiser le prolétariat. Mais aucun de ces moyens n'est capable de supprimer l'inégalité existante. Il faut que tous ces moyens soient réunis en un seul moyen principal et décisif. Il faut que le prolétariat se lève et prononce une attaque décisive contre la bourgeoisie pour détruire le capitalisme jusqu'en ses fondements. Ce moyen principal et décisif, c'est la révolution socialiste. On ne saurait considérer la révolution socialiste comme une attaque inattendue et de brève durée. C'est une lutte de longue haleine par laquelle les masses prolétariennes infligent à la bourgeoisie la défaite et s'emparent de ses positions. Et comme la victoire du prolétariat lui donnera en même temps la domination sur la bourgeoisie vaincue, comme pendant le heurt des classes la défaite d'une classe signifie la domination de l'autre, le premier degré de la révolution socialiste sera la domination politique du prolétariat sur la bourgeoisie. La dictature socialiste du prolétariat, la prise du pouvoir par le prolétariat, voilà par quoi doit commencer la révolution socialiste. Cela veut dire que, tant que la bourgeoisie n'a pas été entièrement vaincue, tant que ses richesses n'ont pas été saisies, le prolétariat doit absolument disposer d'une force militaire, il doit absolument avoir sa propre garde prolétarienne, à l'aide de laquelle il repoussera les attaques contre-révolutionnaires de la bourgeoisie agonisante, comme ce fut le cas pour le prolétariat de Paris, pendant la Commune. La dictature socialiste, elle, est nécessaire au prolétariat pour que celui-ci puisse, par ce moyen, exproprier la bourgeoisie, lui confisquer la terre, les forêts, les fabriques et les usines, les machines, les chemins de fer, etc. L'expropriation de la bourgeoisie, voilà ce que doit amener la révolution socialiste. Tel est le moyen principal et décisif à l'aide duquel le prolétariat renversera le régime capitaliste d'aujourd'hui. Aussi bien Karl Marx disait-il dès 1847. La première étape dans la révolution ouvrière est la constitution du prolétariat en classe dominante. Le prolétariat se servira de sa suprématie politique pour arracher petit à petit tout le capital à la bourgeoisie, pour centraliser tous les instruments de production dans les mains du prolétariat organisé en classe dominante. Voir le manifeste communiste. Voilà la voie que doit suivre le prolétariat, s'il veut réaliser le socialisme. De ce principe général dérivent toutes les autres conceptions tactiques. Les grèves, le boycottage, les démonstrations, le parlementarisme n'ont d'importance que dans la mesure où ils contribuent à organiser le prolétariat, à renforcer et à élargir ses organisations en vue d'accomplir la révolution socialiste. Ainsi la révolution socialiste est nécessaire pour réaliser le socialisme. Or, la révolution socialiste doit commencer par la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que le prolétariat doit s'emparer du pouvoir politique pour exproprier, par ce moyen, la bourgeoisie. Mais il faut pour tout cela que le prolétariat soit organisé, groupé, uni. Il faut que de fortes organisations prolétariennes soient créées et qu'elles progressent sans discontinuer. Quelle forme doivent prendre les organisations du prolétariat? Les organisations de masse les plus répandues, ce sont les syndicats et les coopératives ouvrières, notamment les coopératives de production et de consommation. Le but des syndicats est de lutter, principalement, contre le capital industriel, afin d'améliorer la condition des ouvriers dans le cadre du capitalisme actuel. Le but des coopératives est de lutter, principalement, contre le capital commercial, pour étendre la consommation des ouvriers en réduisant les prix des articles de première nécessité, naturellement dans le cadre de ce même capitalisme. Syndicats et coopératives sont, sans contredit, nécessaires au prolétariat en tant que moyen tendant à organiser la masse prolétarienne. Aussi bien, du point de vue du socialisme prolétarien de Marx et d'Engels, le prolétariat doit se saisir de ces deux formes d'organisation, les consolider et les renforcer, bien entendu, dans la mesure où les conditions politiques existantes le lui permettent. Cependant, les syndicats et les coopératives à eux seuls ne peuvent suffire aux besoins du prolétariat en lutte dans le domaine de l'organisation. Cela, parce que les dites organisations ne peuvent sortir du cadre du capitalisme, leur but étant d'améliorer la condition des ouvriers dans le cadre du capitalisme. Mais les ouvriers veulent se libérer entièrement de l'esclavage capitaliste. Ils veulent briser ce cadre, au lieu de se mouvoir uniquement dans le cadre du capitalisme. Par conséquent, il faut encore une autre organisation, qui ralliera autour d'elle les éléments conscients parmi les ouvriers de toutes les professions, fera du prolétariat une classe consciente et s'assignera comme but principal la destruction du régime capitaliste, la préparation de la révolution socialiste.
Cette organisation est le Parti social-démocrate du prolétariat. Ce parti doit être un parti de classe, absolument indépendant des autres partis. Cela, parce qu'il est le parti de la classe des prolétaires, dont l'affranchissement ne peut se faire que par leurs propres mains. Ce parti doit être un parti révolutionnaire. Cela, parce que l'affranchissement des ouvriers n'est possible que par la voie révolutionnaire, à l'aide de la révolution socialiste. Ce parti doit être un parti international, dont les portes seraient ouvertes devant chaque prolétaire conscient. Cela, parce que l'affranchissement des ouvriers n'est pas une question nationale, mais sociale, dont la signification est la même, aussi bien pour le prolétaire géorgien que pour le prolétaire russe et les prolétaires des autres nations. Il s'ensuit donc que plus les prolétaires des différentes nations se grouperont étroitement, et plus les barrières nationales dressées entre elles seront détruites à fond, plus fort sera le parti du prolétariat et plus facile l'organisation du prolétariat au sein d'une classe indivisible. Il faut donc, autant que possible, appliquer dans les organisations du prolétariat le principe du centralisme, en l'opposant à l'éparpillement fédéraliste. Qu'il s'agisse du parti, des syndicats ou des coopératives, peu importe. Il est non moins certain que toutes ces organisations doivent reposer sur une base démocratique, naturellement, dans la mesure où les conditions politiques et autres ne s'y opposeront pas. Quels doivent être les rapports entre le parti d'un côté et les coopératives et les syndicats, de l'autre? Ces derniers doivent-ils être des organisations du parti ou sans parti? La solution de ce problème dépend de la question de savoir où et dans quelles conditions le prolétariat a à lutter. Il est hors de doute, en tout cas, que syndicats et coopératives se développent avec d'autant plus de plénitude qu'ils se trouvent dans des rapports d'amitié plus étroits avec le Parti socialiste du prolétariat. Cela, parce que ces deux organisations économiques, si elles ne sont pas proches d'un parti socialiste fort, se rapetissent souvent. Elles voient à l'oubli les intérêts généraux de la classe au profit des intérêts étroitement professionnels, portant par là un grand préjudice au prolétariat. Aussi est-il nécessaire, en tout état de cause, d'assurer l'influence politique et idéologique du parti sur les syndicats et les coopératives. C'est à cette condition seulement que les dites organisations se transformeront en écoles socialistes organisant les groupes disséminés du prolétariat au sein d'une classe consciente. Tels sont en substance les traits caractéristiques du socialisme prolétarien de Marx et d'Engels. Que pensent du socialisme prolétarien les anarchistes? Il faut savoir tout d'abord que le socialisme prolétarien n'est pas simplement une doctrine philosophique. C'est la doctrine des masses prolétariennes, leur étendard, les prolétaires du monde l'honorent et s'inclinent devant lui. Par conséquent, Marx et Engels ne sont pas simplement les fondateurs d'une école philosophique quelconque, ils sont les chefs vivants d'un vivant mouvement prolétarien, qui monte et se fortifie chaque jour. Ceux qui combattent cette doctrine, ceux qui veulent la renverser, doivent tenir exactement compte de tout cela pour ne pas se casser gratuitement le front dans cette lutte inégale. C'est ce que messieurs les anarchistes savent parfaitement. Aussi recourent-ils dans la lutte contre Marx et Engels à une arme tout à fait inusitée et neuve en son genre. Quelle est donc cette nouvelle arme? Est-ce une nouvelle analyse de la production capitaliste? Est-ce une réfutation du capital de Marx? Non, certes. Ou peut-être, armé de faits nouveaux et d'une méthode inductive, réfute-t-il scientifiquement l'évangile de la social-démocratie, le manifeste communiste de Marx et d'Engels? Encore une fois non. Mais alors qu'est-ce donc que ce moyen extraordinaire? C'est l'accusation de plagiat littéraire, portée contre Marx et Engels. Pensez donc. Il se trouve que Marx et Engels n'ont rien qui leur appartienne, que le socialisme scientifique est pure invention, et cela parce que le manifeste communiste de Marx et d'Engels a été d'un bout à l'autre volé au manifeste de Victor Considérant. C'est bien ridicule, évidemment, mais le chef incomparable des anarchistes, V. Tcherkézishvili, nous relate avec tant d'aplomb cette histoire plaisante, et le nommé Pierre Ramus, ce superficiel apôtre de Tcherkézishvili, et nos anarchistes en chambre répètent avec tant de ferveur cette découverte, qu'il vaut la peine qu'on s'arrête, sommairement du moins, à cette histoire. Écoutez donc Tcherkézishvili, toute la partie théorique du manifeste communiste, à savoir le premier et le second chapitre, a été prise à Victor Considérant. Donc, le manifeste de Marx et d'Engels, cette Bible de la démocratie révolutionnaire légale, n'est qu'une paraphrase maladroite du manifeste de Victor Considérant. Marx et Engels ne se sont pas seulement approprié le contenu du manifeste de Considérant, mais ils ont emprunté même certains sous-titres. Voir le recueil d'articles de Tcherkézishvili, Ramus et Labriola, édité en langue allemande sous le titre
L'origine du manifeste communiste, p. 10. L'anarchiste Péramus répète la même chose. On peut affirmer en toute certitude que leur œuvre principale, Manifeste communiste de Marx et d'Engels, est tout bonnement un plagiat d'autant plus impardonnable que, au lieu de copier l'original mot à mot comme le font de simples plagiaires, ils ont plagié les idées, les vues et les théories. Idem, p. 4. Nos anarchistes de Nobati 5, Moucha 6, Kma, etc. répètent la même chose. Ainsi, il se trouve que le socialisme scientifique avec ses fondements théoriques a été volé dans le manifeste de Considérant. Existe-t-il des raisons pour affirmer cela? Qui est V. Considérant? Qui est Karl Marx? V. Considérant, mort en 1893, a été le disciple de l'utopiste Fourier et est demeuré un utopiste incorrigible, qui voyait le salut de la France dans la réconciliation des classes. Karl Marx, mort en 1883, a été un matérialiste, ennemi des utopistes. Il voyait le gage de l'émancipation de l'humanité dans le développement des forces productives et dans la lutte des classes. Qu'y a-t-il de commun entre eux? La base théorique du socialisme scientifique est la théorie matérialiste de Marx et d'Engels. Du point de vue de cette théorie, l'évolution de la vie sociale est entièrement déterminée par le développement des forces productives. Si le régime des seigneurs terriens et du servage a été suivi du régime bourgeois, la faute en est au développement des forces productives qui a rendu inévitable la naissance du régime bourgeois. Ou bien encore, si le régime bourgeois actuel est inévitablement suivi du régime socialiste, c'est parce que le développement des forces productives actuelles l'exige. D'où la nécessité historique d'abattre le capitalisme et d'instaurer le socialisme. D'où encore la thèse marxiste selon laquelle nous devons chercher nos idéaux dans l'histoire du développement des forces productives, et non dans le cerveau des hommes. Telle est la base théorique du manifeste communiste de Marx et d'Engels. Voir, le manifeste communiste, chapitre 2. Le manifeste démocratique de V. Considérant dit-il rien d'analogue? Considérant professe-t-il un point de vue matérialiste?